Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une dernière vidéo consacrée à la séquence intitulée Quand le pouvoir devient fou. Dans cette séance, nous allons réaliser ensemble la synthèse générale des informations les plus importantes de la séquence, que vous les ayez rencontrées ou non pendant votre travail préparatoire. Je vous rappelle que vous avez travaillé sur un corpus composé de 3 textes. Il y avait un extrait du Bureau d'Alfred Jarry, un extrait de Caligula d'Albert Camus, et enfin un extrait de Victor ou les enfants au pouvoir de Roger Vitrac. Pour donner du sens à ce corpus de textes, nous les avons tous placés sous la même problématique, c'est-à-dire le même angle d'attaque, une question commune à laquelle il va falloir répondre. Cette question était la suivante. Quelle image du pouvoir le théâtre renvoie-t-il ? Les termes clés de cette problématique étaient les suivants. Théâtre, bien entendu, qui renvoyait à un genre littéraire particulier dont il va falloir parler. La notion de pouvoir, qui est une notion complexe et qui relie l'idée de théâtre à l'idée de politique. La question était donc de savoir quelle est la représentation que le théâtre donne du pouvoir. Et plus particulièrement, il faudra comprendre pourquoi est-ce que le théâtre est le genre littéraire le plus à même d'interroger cette question épineuse. Pour pouvoir répondre à toutes ces questions, je vous propose d'abord de passer par quelques éléments de culture littéraire. Théâtre et pouvoir sont 2 termes qui ont souvent été rapprochés. Il s'agit maintenant de comprendre pourquoi. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le théâtre est un genre littéraire à part. Victor Hugo, dans sa préface à Lucrèce Borgia, un texte dont il est l'auteur, écrit que le théâtre est une tribune. Le théâtre est une chaire. Le théâtre parle fort et parle haut. En fait, contrairement aux autres genres littéraires, je vous renvoie à la vidéo de Madame Parisel pour vous renseigner un petit peu plus sur les différents genres littéraires qui existent dans la littérature. Le théâtre, en fait, s'impose par sa vocation à montrer une action. Si l'on repasse par l'étymologie du mot théâtre, on s'aperçoit que le théâtre est d'entrée de jeu lié à la question du regard. Le mot théâtre vient du grec théatron, qui désigne le lieu où l'on regarde. Ça signifie que finalement, le théâtre en fait ne peut pas s'en tenir au texte seul. Cela ne suffit pas. Le texte théâtral est toujours destiné à devenir un spectacle vivant. Comment ? Eh bien tout simplement par le biais de la mise en scène. Les personnages présents dans le texte vont être littéralement incarnés, c'est-à-dire vont prendre corps dans les différents acteurs qui vont représenter la pièce. La scène théâtrale, elle est donc avant tout un lieu de parole, un lieu d'expression. Vous avez remarqué que dans sa citation, Victor Hugo a abondamment utilisé le champ lexical de la parole. On a tribune, chaire, parle fort, parle haut. Si Victor Hugo il utilise le terme de tribune et de chaire, c'est parce qu'il a un but bien précis. Pour lui, bien entendu, le théâtre est un lieu d'expression, un lieu d'éloquence. Nous reviendrons sur ce terme un peu après. Tribune et chaire sont 2 termes qui désignent des emplacements élevés, des estrades, des lieux finalement depuis lesquels un orateur ou un prédicateur s'adresse à une assemblée. Ça veut dire que le théâtre est un lieu de parole et surtout un lieu de communication, un endroit où il faut faire passer un message qui doit être compris par le spectateur. N'oubliez pas qu'au théâtre, les personnages parlent certes entre eux sur scène, mais ils s'adressent indirectement à un autre personnage qui lui n'intervient jamais, c'est-à-dire le spectateur. C'est ce qu'on appelle la double énonciation. Il faut revenir également sur l'héritage antique du théâtre pour comprendre quels sont ses liens avec la politique. Depuis l'Antiquité, le théâtre, il a une vocation éminemment politique. Tout commence avec l'orateur. L'orateur, c'est celui qui maîtrise l'art de la parole. Et par art de la parole, il faut bien comprendre qu'il s'agit aussi bien du bon usage des mots que du bon usage de son corps. Puisque littéralement, l'orateur, celui qui parle bien, se met en scène devant un auditoire pour discourir à propos d'un sujet sérieux. Je vous donne un exemple. Voici un extrait de fresque, d'une fresque réalisée dans la deuxième moitié du XIXe siècle par Cesare Maccari et qui représente Cicéron, un très célèbre orateur romain, parlant à une assemblée au Sénat pour dénoncer le comportement de Catilina. Catilina est un sénateur qui a tenté de s'emparer du pouvoir politique et Cicéron s'est opposé et l'a dénoncé publiquement dans un discours très célèbre. Si vous regardez la position de Cicéron, elle est très
parlante. Cicéron a les bras grands ouverts, dirigés vers l'assemblée, la tête haute. En fait, il utilise son corps. Le corps sert également à transmettre un message. Il est en train de parler à une assemblée plus ou moins attentive et tente de les convaincre. Quel est le rapport entre l'orateur et l'acteur? Eh bien, le rapprochement est évident. L'acteur, c'est aussi celui qui se sert de son corps et de sa parole pour transmettre un message à un auditoire, tout comme le fait l'orateur. Les liens avec la politique sont évidents. Le théâtre, de son côté, lui, il met en scène les affaires des hommes. Et il s'intéresse donc, que ce soit directement ou non, à la conduite de la cité, comme le ferait un orateur dans un de ses discours. Pensons par exemple à l'Antigone de Sophocle. Et plus généralement, le théâtre grec et le théâtre latin regorgent de pièces dans lesquelles on met en scène un personnage politique bloqué dans une situation qui semble insoluble. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité, le théâtre, il a très souvent des enjeux politiques ou sociaux. Et ça nous intéresse beaucoup, puisque ça va nous amener petit à petit à la figure du tyran. Comment est-ce que le tyran est devenu un personnage emblématique? Eh bien tout simplement parce que, dès l'Antiquité, là encore, le pouvoir s'est très souvent incarné dans un personnage récurrent, celui du tyran. C'est grâce à ce personnage que les dramaturges ont pu s'intéresser aux rapports de force qui s'exercent au sein d'une société, notamment lorsque le pouvoir est exercé sans légitimité. On pense à un coup d'État, à un rapt de tous les biens, c'est-à-dire à un vol, au règne de la terreur qui, petit à petit, s'établit dans un gouvernement. Les siècles suivants vont se réapproprier cette figure emblématique, bien entendu. Pour autant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule figure de tyran. Il y en a une quantité. Chaque dramaturge, chaque auteur qui s'est intéressé à une figure de tyran a adapté cette figure en fonction du contexte politico-social de son temps. Plus encore, le tyran deviendra l'une des figures de proue du théâtre moderne, puisqu'elle incarne toutes les dérives du pouvoir, une sorte de pouvoir malade. Et ça se passera au moment où fleuriront toutes les grandes dictatures du XXe siècle. On pense bien entendu à Staline, on pense à Hitler, etc. Notamment, après la Seconde Guerre mondiale, un très grand nombre de pièces se réapproprieront ces figures et les transformeront pour en faire des personnages résolument modernes. C'est précisément ce qu'a fait Camus lorsqu'il a utilisé Caligula, qui est un empereur antique, pour représenter en 1945 le pouvoir au XXe siècle. N'oubliez pas que la pièce a été représentée pour la première fois en 1945, mais qu'elle a été écrite entre 1941 et 1942, c'est-à-dire en pleine occupation. Finalement, et c'est précisément ce qui nous intéresse, il faut comprendre ce que le théâtre dit du pouvoir. Dans les textes de Jarry, de Camus et de Vitrac, le pouvoir est incarné par trois tyrans à l'allure et à la psychologie très différentes. Preuve qu'il n'existe pas une seule figure de tyran, mais qu'il en existe une quantité. Par exemple, Père Ubu est un personnage caractérisé par sa cruauté, ses vols et surtout son manque de noblesse et sa vulgarité. À côté de cela, vous avez Caligula, qui est un personnage d'origine noble, il est de sang royal, impérial, mais c'est un personnage qui reste calculateur, manipulateur et extrêmement cruel aussi. Enfin, Victor, qui est le personnage qui semble le plus à côté des deux autres. Pourquoi? Bien parce que c'est un personnage qui n'a aucune fonction politique. Pour autant, il n'en demeure pas moins que c'est un personnage qui exerce une autorité abusive au sein de sa famille, en utilisant la cruauté, la vulgarité, la manipulation et le chantage. Donc, les tyrans sont des figures dont il existe une grande variété des représentations. Pour autant, à bien y regarder, et ça vous l'avez très certainement compris, le comportement du tyran est toujours codifié. Le tyran, il est très souvent caractérisé par son rapport à l'argent, sa grande violence et sa conception arbitraire du pouvoir. Vous reconnaissez dans ces trois idées les trois arguments que vous avez développés pour chaque texte. Qu'allons-nous faire de ces idées? Si nous vous avons fait réfléchir sur ces trois idées, c'est précisément pour vous amener à comprendre que, au théâtre, lorsqu'on utilise le rire, c'est très souvent pour établir une critique.
Vous avez dans ce tableau la présentation de 3 idées qui fonctionnent par ligne. Je vais les prendre une par une. Chaque personnage faisait rire à sa manière. Attention, par rire, n'entendons pas le rire un peu gras, un peu lourd. Il faut entendre un rire beaucoup plus fin que le lecteur doit comprendre en lisant avec finesse le texte. Chaque personnage dans les extraits de théâtre qui vous ont été proposés, présentait un personnage ridicule, en manque de noblesse, tout simplement parce qu'ils étaient censés à la base assumer une fonction politique sérieuse. Et ils sont tombés à côté. C'est un peu moins vrai pour Victor, certes. Pour autant, Victor se retrouve à assumer la fonction d'arbitre entre ses deux parents. Il va prendre une position, et cette position est une position qui va prendre de l'importance dans la pièce. C'est un personnage central, c'est autour de lui que va graviter toute l'intrigue. Si on vous présente des personnages ridicules, sans noblesse, vulgaires, qui sont normalement censés assumer des fonctions d'importance, c'est pour mieux faire la critique d'un pouvoir qui ne s'intéresse finalement qu'à lui-même. Ces 3 personnages sont des personnages autocentrés. On l'a vu grâce à cette obsession de l'argent qui les habite, très visible chez Père Ubu et chez Caligula, et très sensible également d'une façon différente chez Victor dans ce refus de la valeur marchande. Si Victor peut se permettre de casser un objet de grande valeur, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Deuxième élément, on vous a présenté des personnages qui avaient un recours hyperbolique à la violence. On l'a remarqué dans l'utilisation de la figure que je viens de nommer, l'hyperbole. Que dit ce recours à la violence? Eh bien, si on l'analyse, c'est en fait la critique déguisée d'un pouvoir cruel qui ne respecte absolument pas la vie humaine. C'était l'argument 2, l'usage irraisonné de la violence. Enfin, argument numéro 3, ces textes présentaient les décisions politiques comme le résultat d'un caprice d'enfant. Alors bien entendu, les 3 personnages ne sont certes pas des enfants, seul Victor est un enfant, pour autant, le comportement est celui d'un enfant. Père Ubu est extrêmement vulgaire, veut les choses et est prêt à tout pour y parvenir. Caligula, exactement de la même façon, souhaite avoir tout pour lui et ne rien laisser aux autres. Leur égoïsme est aussi la preuve de leur caractère très enfantin. La critique, qui est toujours déguisée, c'est celle d'un pouvoir arbitraire qui ne respecte que ses propres règles. Pour ces 3 personnages, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, peu importe les conséquences de leurs actes, le tout est de parvenir à ses fins. C'était l'argument 3, une pratique arbitraire du pouvoir. Les 3 œuvres étudiées, elles ont donc utilisé le théâtre à la fois pour faire rire, mais aussi et surtout pour critiquer. Le mélange de ces 2 notions, le rire et la critique, constitue ce qu'on appelle la satire. Un texte dans lequel un auteur fait ouvertement la critique d'une époque, d'une politique, d'une façon de penser, ou attaque certains personnages en se moquant, est un texte dit satirique. C'était donc bien la satire qui se cachait derrière ces 3 textes. Les 3 personnages, qui sont à la fois des personnages ridicules, portent en eux la critique d'un mauvais gouvernement, d'une utilisation faussée, erronée et pervertie du pouvoir. Je vous conseille vivement de reprendre cette vidéo à tête reposée maintenant que vous avez terminé votre première écoute. Il serait peut-être bon de vous munir d'une feuille et de noter les éléments essentiels. Recopier l'intégralité des diaporamas si vous le souhaitez, ou ne relever que les éléments essentiels. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de bien prendre en note le tableau que vous avez sous les yeux à ce moment même. N'hésitez pas à contacter vos professeurs via Pronote si certaines choses demeurent obscures ou si vous avez des questions ou l'envie d'approfondir certaines notions. Je vous dis à très bientôt et bon courage.